Fait. On est maintenant en direct. Bonjour, ici André Lafrance. Je suis présentement, moi, à Pensacola, en Floride, et pense que Karine Montaner-Reynaud est chez elle dans sa principauté, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, la principauté d'Andorre, c'est un tout petit pays entre la France et l'Espagne. Voilà. OK, ben merci. Ben écoutez, j'aimerais vous présenter en premier mon invité. Ça fait déjà depuis le mois de mars qu'on se parlait, mais qu'on a finalement réussi à pouvoir échanger aujourd'hui. Alors, vous êtes une jeune députée, hein, je regarde ça de votre date de naissance, 6 juin 1978. Je suis 20 ans de plus que vous parce que moi, je suis né en avril 1958. Vous avez été membre de la commission parlementaire de la santé, affaires sociales et égalité. Je pense que vous êtes encore membre de celle de la santé. Vous êtes diplômé en économie, donc gestionnaire d'entreprise de l'Université de Toulouse en France, chargé de cours à l'Université d'Andorre et naturellement député de votre pays. La parole est à vous, Karine. Merci de m'accorder cette entrevue Merci à vous. aujourd'hui. Merci à vous, André. Donc, C'est un plaisir avec vous. est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre cheminement? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à la politique? Alors, je pense que moi, je suis quelqu'un en fait d'actif, donc je voulais quelques changements pour mon pays. C'est pour ça que j'étais rentrée en politique. Moi, j'en suis à mon deuxième mandat de députée. Donc, j'ai fait un premier mandat de 4 ans et là, je suis au milieu du deuxième mandat. Voilà. Et je voulais absolument servir mon pays, servir les citoyens et apporter donc ce souffle de changement dont avait besoin l'Andorre. Voilà. OK. Donc, ce que j'aimerais savoir de vous aujourd'hui, là, ça fait combien d'années exactement que vous êtes maintenant, euh, comme député à Andorre? Donc, en fait, les mandats chez nous ont une durée de 4 ans. Donc, là, ça fait 6 ans que je suis députée. Voilà. Et 6 ans et OK. demi Puis même. donc, finalement, vous êtes député d'opposition. C'est ça. J'ai toujours été dans l'opposition, moi. OK. On va venir tantôt à la création de votre parti politique parce que je pense que c'est ça qui va être aussi au cœur du sujet. Mais ce que j'aimerais que vous expliquiez aux citoyens, parce que nous, au Québec, on connaît notre système politique, on connaît ça très bien, les municipales, la provinciale, la fédérale. Ce que j'aimerais que vous expliquiez, qu'est-ce que c'est une principauté? C'est quoi la principauté d'Andorre pour que les gens comprennent? On sait que c'est situé entre la France et l'Espagne. C'est tout petit, ça contient environ 118 000 habitants ou 120 000 et quelques. 78 000. 78 000. 118 000 exactement. Donc, pourriez-vous expliquer justement aux citoyens du Québec quelle est justement qu'est-ce que c'est la principauté d'Andorre? D'accord. Donc, la principauté, déjà, on est un tout petit pays, effectivement, de 78 000 habitants. Donc, c'est un village-État. Et donc, le chef de l'État est représenté par 2 personnes, en fait. C'est-à-dire le président de la République française et un évêque qui est l'évêque de la Seu d'Urgell, c'est-à-dire un village situé juste à côté de l'Andorre, voilà, du côté espagnol. Donc, on a beaucoup d'histoire, on est un peuple, en fait, de paix. Hein, on a 700 ans de paix en tout en Andorre, et donc c'est une principauté parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a le Parlement qui est constitué de 28 députés au total, et on a Okay. ensuite bien évidemment l'exécutif avec les ministres et le chef du gouvernement. C'est quoi, Voilà. OK. C'est quoi l'implication du gouvernement français ou ou des Espagnols chez vous? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont un mot à Alors, dire sur l'évolution de la situation? non, en fait, c'est un pays, vous voyez, c'est le Parlement qui décide, en fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le chef de l'État, qui est représenté par ces 2 figures, effectivement, le président de la République française et l'évêque de la Seu d'Urgell, eux ne font que ratifier, en fait, les lois. C'est-à-dire qu'ils signent les lois qui ont été votées au Parlement. Voilà. Et pour qu'une loi, donc, soit ratifiée, il faut une des 2 signatures des 2, en fait. L'un ou l'autre. Ou l'évêque ou le président de la République française. Mais ensuite, c'est pas la France qui décide chez nous, c'est le Parlement. Voilà. OK. Est-ce que, par exemple, si les deux pays refusaient, par exemple, de ratifier une loi que vous avez décidé de changer en Andorre,
qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Constitution, en fait, au niveau constitutionnel chez vous? D'accord. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis, puisque l'évêque de la Seo d'Urgell est un coprince, et donc c'est le Vatican quelque part qui Oui, représente le chef de l'État. Donc, effectivement, on ne peut pas voter des lois qui vont contre les principes de l'Église, par exemple, chez nous. Voilà. Donc, et parce qu'il ne signerait pas une loi et peut-être que ça compromettrait effectivement la principauté d'Andorre au niveau de son modèle institutionnel. OK. Voilà. Mais justement, ça m'amène à une question fort intéressante, parce que là, vous m'amenez au Vatican, puis on sait tous que la religion catholique n'accepte pas l'avortement. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Andorre par rapport à ça? Je vais juste fermer ma cloche là, pour Oui. justement. Oui, alors pour l'avortement, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais nous, en fait, les jeunes femmes qui décident d'avorter ne peuvent pas le faire en principauté. Ça, c'est OK. parce que c'est interdit. Donc, que font-elles? Eh bien, nous, on est un petit pays juste entre la France et l'Espagne. Eh bien, elles vont voir un médecin français ou un médecin espagnol et elles prennent eh bien, des cachets, puisque jusqu'à la 9e semaine, en fait, elles prennent des cachets Ouais. voilà, pour avoir l'avortement, vous voyez, par Ouais, médication. Voilà, par ouais, médicament. le cachet, la pilule abortive, comme on Oui, dit chez nous. voilà, OK. la Donc, pilule abortive, exact. ça, c'est un Voilà, exemple. mais Est-ce en qu'il y a fait, d'autres. elles ne peuvent pas Pardon, le faire en excusez-moi. principauté. Mais, Elles ne peuvent pas le faire en principauté. Il faut vraiment qu'elles aillent donc à l'extérieur de la l'autre côté. principauté. Oui. Mais dites-moi donc, est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça où la religion intervient dans les destinées de Andorre? Alors là, si vous voulez, nous, par exemple, pour le mariage homosexuel, l'évêque a été très souple dans ce sens, c'est-à-dire que nous, on a l'union libre, en fait. L'union, voilà, l'union, ça s'appelle pas mariage, mais c'est une Mhm. union. Donc, en fait, deux hommes ou deux femmes peuvent faire une union, mais ça s'appelle pas casamen, ça s'appelle union. Voilà. Donc, mais c'est OK. permis chez nous, c'est permis. Voilà. Donc, vous Mais, voyez, il y a quand même une certaine souplesse. Il y a quand même une certaine souplesse. OK. Mais le mariage en tant que tel, comme on le connaît, l'institution du mariage pour les couples gays, est-ce que ça existe ou c'est juste une union libre finalement? En fait, c'est un autre nom, mais au niveau, si vous voulez, eh bien des papiers, en fait, OK. c'est un autre nom, mais après, ça a la même implication légale. Voilà, OK. nous, on a des couples qui ont adopté, par exemple, des couples homosexuels qui ont adopté. Fait que finalement, c'est un avancé pour l'Église catholique. Andorre est un exemple, finalement. On pourrait presque la citer en exemple parce que dans bien des pays, même moi où je suis aux États-Unis, il y a des choses qui ne sont pas tolérées par une grande, pas une majorité, mais au moins la moitié de la population américaine est campée d'un côté avec l'autre moitié. Il y a deux réalités aux États-Unis actuellement depuis, je vous dirais, au moins les derniers 50 ans. Donc c'est quelque chose qui est un excellent exemple. Oui, voilà, voyez, il y a une certaine souplesse. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la définition, on n'appelle pas ça mariage. Voilà, ils appellent OK, ça union. Voilà. OK, Mais après, ils font tous les papiers, bien évidemment. Mais voilà. Donc là, OK. l'évêque a été strict là-dessus, c'est-à-dire qu'il voulait absolument faire la différence. Voilà. Donc maintenant, vous êtes à votre deuxième mandat, la deuxième année, je pense, ou la troisième année du deuxième mandat, c'est ça? C'est ça. Voilà. Oui, on est là, je suis à plus de 2 ans et demi là de Oui. mandat. Et quand on s'est parlé, vous m'avez parlé justement de votre intention de, en fait, vous étiez à la formation d'un parti politique, donc vous vous êtes retiré. Vous êtes une opposition maintenant connue. Vous êtes seul de votre côté ou vous avez commencé à avoir des alliés au sein du gouvernement? Alors, moi, j'étais dans un groupe parlementaire avec qui j'ai de très bonnes relations d'ailleurs, même maintenant, malgré le divorce politique. En Oui. fait, on n'avait pas du tout le même positionnement sur la gestion de la crise sanitaire. Voilà. Moi, si vous voulez, dès le début, j'ai vu qu'il y avait des soucis au niveau des tests, au niveau de la gestion. Et donc, j'ai cherché à comprendre parce que, au niveau de ma logique personnelle, je voyais des Mhm. choses qui ne m'allaient pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est de demander, en fait, à des gens qui savent, qui n'ont pas de conflit d'intérêt, bien,
qu'est-ce qui se passe, voilà, au niveau des tests, au niveau des traitements, etc. Et donc là, j'ai commencé en fait à établir des contacts avec Astrid Zuckelberger, qui m'a fait après rencontrer des gens extraordinaires, voilà, dans le monde scientifique, dans le monde du journalisme, enfin dans le monde aussi des avocats. Et grâce à elle, en fait, eh bien, j'ai vraiment mis la lumière en fait sur la gestion de cette pandémie. Voilà. Donc, parce que moi, je suis économiste, vous voyez, je ne suis pas médecin, donc il fallait absolument que je comprenne pourquoi on avait autant de positifs, en fait, parce que je me suis aperçue qu'il y avait une flambée de cas, mais ce n'était pas une flambée de cas, c'est une flambée de tests. Donc, il fallait absolument que je comprenne pourquoi on avait autant de positifs, en fait, parce que je me suis aperçue qu'il y avait une flambée de cas. Voilà, il y avait un écho, hein. Oui, oui. Mais oui, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a produit ça, en tout cas. Donc, en fait, voilà. Là, j'ai essayé de… Donc, quand j'expliquais à mon groupe parlementaire, il y avait des gens d'une qualité extraordinaire au niveau professionnel, au niveau du monde scientifique, qui avaient occupé les postes les plus importants, aussi au niveau mondial, au niveau de la santé publique, donc je lui expliquais tout ça. J'avais l'impression que je parlais à un mur. Donc forcément, voilà, lui, il était d'accord avec la gestion du gouvernement. Et là, donc, on s'est séparés. Et là, je suis en train de monter mon propre parti politique. Voilà, donc je suis parlementaire non adscrite, c'est-à-dire que je n'appartiens à aucun groupe parlementaire, mais je monte mon parti en parallèle. Justement, parce que le fait, justement, d'être un parlementaire non inscrit, ça a eu des conséquences pour vous. Puis j'aimerais que vous les expliquiez parce que ça me donne un peu quel genre de personne vous êtes. Parce que, entre guillemets, on se ressemble un peu tous les deux à ce niveau-là. Puis j'aimerais ça vous laisser la parole sur cette question-là, des conséquences que ça a sur votre vie à vous de ne plus être dans le parti. D'accord. Mais écoutez, moi déjà, là, je ne peux pas être à plein temps. Enfin, je suis à plein temps au niveau des heures. Hein, je fais 70 heures par semaine, à peu près. Mais j'ai perdu moitié salaire. Voilà. Et je ne peux pas me réintégrer à l'université en tant que professeur. Là, je suis en réserve de place. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une loi d'incompatibilité qui empêche d'être parlementaire et de travailler dans la fonction publique. Voilà. Hein, ou d'être assimilé, fonctionnaire. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai choisi, je touche plus de 1 200 € en moins. Là, en étant parlementaire, je touche 1 700 € net. Voilà. Et je ne peux pas je ne peux pas me réintégrer à l'université. Donc, je touche 1 200 € de moins à peu près, avec les primes, etc. Donc, j'ai choisi de servir mon peuple. Voilà, je fais un sacrifice économique. J'injecte mon propre argent pour monter mon parti. Et je suis très heureuse de servir les citoyens parce que là, on en a grand besoin. On a nos libertés fondamentales qui sont vraiment bafouées. Enfin, c'est terrible ce qu'on vit à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, oui, il y est, mais ce qu'on a fait surtout, c'est d'instrumentaliser le virus à des fins économiques. Et ça, il faut être conscient en fait de cette corruption systémique qui, malheureusement, fragilise nos systèmes de santé. Voilà, donc je suis contente de lutter pour la liberté de mes citoyens. Je le ferai jusqu'au bout. Là, je vais entamer une action légale, enfin une action devant les tribunaux contre certains membres du gouvernement, parce qu'en fait, il y a un délit de coercition, donc ça, c'est très grave, d'obliger les gens à se vacciner, d'obliger nos enfants à faire des tests par le nez 2 fois par semaine. Donc ça, c'est tout juste impossible. Voilà, donc le virus, il y est, certes. Il faut traiter les gens malades, certes. Il faut protéger les gens fragiles, certes. Mais ensuite, il ne faut pas non plus enlever les libertés ou obliger les gens à se vacciner via un passeport sanitaire qui discrimine une partie de la population. Oui, comme vous êtes à l'intérieur du gouvernement, est-ce que vous sentez actuellement une pression des pharmaceutiques sur l'État d'Andorre actuellement? Alors, moi, je ne suis pas au gouvernement, je suis au Parlement andorran, je suis au Conseil général, et je suis ce qu'on appelle à l'opposition. Moi, j'ai horreur de ce mot-là, parce qu'en fait, moi, je suis contre personne. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur pour mes citoyens. Voilà, donc, et je lutte pour justement
faire avancer les choses dans le bon sens. Et aussi, je ne compte pas les heures pour m'informer et pour être au service de mes citoyens. Voilà, moi, vous voyez, j'ai mon numéro public. Hein, je réponds à mes citoyens sur tous les réseaux sociaux et donc je suis très proche puisque le pays est très petit. Donc, je peux faire ça. Voilà. OK. Donc, je regarde mes notes. Là. Parce que j'ai tellement de choses à vous demander. Parce que quand je vous ai vu justement pour la première fois au sommet de Stockholm, je me suis dit, il faut absolument que je lui parle parce que c'est important. Parce que des politiciens comme vous, c'est difficile à trouver. Des gens qui vont en politique par conviction, des gens qui s'ouvrent comme vous, c'est très difficile à trouver par les temps qui courent. Surtout à cause des événements qu'on vit. En fait, on vit ça de façon planétaire. Pouvez-vous me parler justement, vous avez parlé de l'évolution dans votre pays. Pourriez-vous me parler de l'évolution depuis? Premièrement, avez-vous une déclaration d'état d'urgence comme nous, on a eu au Québec? Ou comment ça s'est tramé tout ça? Alors, nous, on n'a pas de déclaration d'état d'urgence. Ils ne l'ont pas fait. Hein. Mais par contre, ils ont donné, par une loi, plein pouvoir au gouvernement, en fait, pour mettre en place des mesures liberticides. Donc, en fait, on n'a pas cette déclaration de l'état d'urgence, mais on a une loi qui laisse plein pouvoir au gouvernement. Et donc, ça, c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que eh bien, le Parlement est un petit peu inactif. Vous voyez? Donc moi, par rapport à tous mes collègues parlementaires, eh bien, je suis la seule, sur 28 députés, je suis la seule, en fait, à ne pas avoir voulu donner un chèque en blanc au gouvernement. J'ai été la seule voilà, et je suis la seule à défendre les libertés des citoyens dans mon pays. C'est quand même triste. Quel constat vous en faites de ça, d'être la seule, justement, à défendre l'intérêt des citoyens? Je crois... Je pense que tout le monde essaie de faire de son mieux. Moi, je ne veux pas critiquer mes collègues. Hein, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Le souci, en fait, c'est que cette peur du virus, vous voyez, a un peu bloqué, si je peux me permettre, bloqué un petit peu le raisonnement. Moi je pense, hein, ils ont tellement peur du virus, eh bien qu'ils se disent, ah ben oui, ben, le gouvernement fait de son mieux, donc suivons-le. Ils ont les spécialistes qui disent que ceci, cela. Le problème, André, c'est que nous, par exemple, on a un spécialiste donc, qui a été embauché par le gouvernement, qui a été qui est encore coordinateur de l'OMS en Espagne, et qui a de sérieux conflits d'intérêts. Il s'appelle Federico Martinón. Et lui doit nous conseiller sur la stratégie vaccinale. Or, quand j'ai mis son nom sur Google et que j'ai vu que ce monsieur avait des conflits d'intérêts dans le passé, notamment quand l'Espagne a statué en fait sur l'amplification des budgets pour le vaccin de la méningite fabriqué par Pfizer, ce monsieur avait touché 100 000 euros de Pfizer. Wow. Donc en fait, étant donné les conflits d'intérêts de ce monsieur dans le passé, j'ai posé une question au gouvernement et j'ai commencé à faire des recherches aussi sur ce monsieur pour voir les conflits d'intérêts actuels. Donc, j'ai posé une question au gouvernement en demandant si, ce monsieur avait des conflits d'intérêts et pour quel montant. Et moi, j'avais certains montants, mais je ne les avais pas tous. Moi, j'avais trouvé quand même quelques milliers d'euros. Le gouvernement m'a répondu, en fait, par le bulletin officiel, et effectivement, ce monsieur a des conflits d'intérêts à hauteur de, tenez-vous bien, 2,8 millions d'euros. Ça fait une différence entre les quelques milliers que vous aviez trouvés et les 2,8 millions d'euros. Alors, c'est loin du compte. Je savais qu'il avait des conflits d'intérêts, mais j'étais quand même loin du compte, loin de m'imaginer que c'était quand même à cette hauteur. Donc, moi, j'ai dit en assemblée plénière à mes collègues, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pensez réellement qu'une personne qui touche 2,8 millions d'euros par le Big Pharma et qui doit nous conseiller sur la stratégie vaccinale, est-ce que vous pensez qu'il est neutre? Je vous pose la question. Alors, et qu'est-ce qui a été la réponse? Aucune réaction de mes collègues. Alors ça me sidère, si vous voulez. J'ai parlé quand même à mes collègues de tous les scandales qu'il y avait eu au niveau depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire avec le Lancet Gate quand même. Oui, effectivement.
Cette étude donc sur l'hydroxychloroquine et sur la chloroquine, hein, une fausse étude qui a été retirée par le Lancet quand même, hein, qui avait comme objectif d'enfoncer cette molécule pas chère et qui marche sur le Covid. On a une étude nationale qui montre donc l'efficacité de l'association de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc il y a eu sa première affaire. Après, il y a eu l'affaire du remdesivir. Donc médicament qui favorise la mutation du virus. Ouais, en fait, la médication de Gilead qui avait, en fait, au début des années 2000, inventé le Tamiflu, un autre flop monumental, finalement. Oui, exact. Et Gilead, je vous rappelle que Gilead, c'est eux qui ont développé le traitement pour l'hépatite, l'hépatite C qui coûte énormément d'argent, 30 000 € si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un laboratoire, c'est pas une ONG. Donc en fait, ce laboratoire qui fabrique le remdesivir a vendu à tous les États européens. D'ailleurs, je pense qu'aux États-Unis c'est pareil. Ils ont vendu pour des millions d'euros et des millions de dollars. Nous, on en a acheté pour 200 000 € par exemple ici en Andorre. Donc pour traiter un patient, c'était 2 000 € 2 000 € pour traiter un patient. Vous voyez, donc on en a acheté pour 200 000 €, c'est-à-dire pour traiter 100 patients. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Que vous pourriez faire? Tous les États ont acheté le remdesivir. L'OMS sort en disant ah ben non, écoutez, le médicament ne marche pas. Mais sauf qu'on avait acheté le médicament. Vous voyez. Donc là, deuxième scandale. Troisième scandale, le directeur de Pfizer qui vend ses actions le jour où lui-même a annoncé 90% en fait d'efficacité de son vaccin. Il s'est fait millionnaire en un jour, plus de 5 millions de dollars en une journée. Fantastique. Ouais, chez moi, ça s'appelle un délit, vous êtes avocat. On appelle ça, on appelle ça, nous, au Canada, un délit d'initié. C'est de l'insider trading, finalement, aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais ça doit ressembler aussi à ça. Exactement, exactement. Donc, vous voyez, alors là, hop, on a une preuve de plus. Ensuite, là, on a des soucis au niveau de la transparence de certaines firmes pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils n'ont pas publié. Il y a des manquements au niveau des études. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Et il y a aussi l'affaire du Pfizergate, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes au niveau des essais cliniques. Vous voyez, des données des essais cliniques. Donc moi, en fait, là, je suis extrêmement soucieuse du comportement des États. On dirait, et on oublie que quand même Pfizer a plus de 6 000 milliards de dollars de condamnation quand même. Voilà. Ils ont fait des essais cliniques en Afrique non autorisés sur des Africains, sur des enfants, qui a provoqué des centaines de morts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, on oublie en fait qu'on est quand même dans un monde capitaliste, certes, mais que là, on est en train de glisser carrément vers du capitalisme sauvage. Et les intérêts privés, malheureusement, eh bien, prédominent, si vous voulez, sur la santé publique. Et moi, vous voyez, quand je dis, André, chez moi, je dis, écoutez, les vaccins sont expérimentaux. Donc, l'ARN messager, bon, on ne sait pas ce que ça va donner au moyen long terme. Bon. Monsieur le ministre, ils sont expérimentaux, ces vaccins. C'est-à-dire que chez nous, la FDA aux États-Unis, donc, ils ont validé de manière définitive le vaccin Pfizer. Bon, chez nous, tous les vaccins, en fait, sont en phase, si vous voulez, d'autorisation conditionnelle pour être sur le marché. Donc, ils sont en train d'étudier les effets secondaires au niveau de la pharmacovigilance. Bon. Quand je vous dis ça au ministre, le ministre dit non, mais ce n'est pas expérimental, ce ne sont pas des vaccins expérimentaux. Mais c'est monsieur le ministre, mais allez voir les fonds, les sources d'information. Oui. C'est fou quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il se permet de dire que ce n'est pas expérimental. Or, si on va sur les pages officielles, eh bien, c'est expérimental. C'est expérimental. Votre ministre de la Santé, là, est-ce qu'il y a des compétences en santé? Est-ce que c'est un médecin? C'est un médecin, c'est un pneumologue. Imaginez, vous avez un pneumologue qui ne connaît pas ça. On a un problème. Nous, on a un comptable. On l'appelle affectueusement l'ami Chris Dubé. Et ce comptable, naturellement, n'a aucune compétence, nous, en médecine. Mais là, vous avez un ministre de la Santé qui est médecin, puis qui ignore vos questions. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez, vous, de cette
de Mais cet moi, je vais vous aveuglement étonner. volontaire, parce que c'est de l'aveuglement volontaire, n'est-ce pas? Alors moi, je vais vous étonner. Voilà, je vais vous étonner. Si vous voulez, nous, on a une flambée, mais je dis bien une flambée de cas, pour pas dire une flambée de tests. Écoutez, on a en Andorre 3000 cas, 3000 tests positifs pour 100 000 habitants. Alors, on est au milieu de la France et l'Espagne. On n'est pas sur une île. On n'est pas sur une île. On est Mhm. quand même. Alors, on a beaucoup de touristes, etc. Donc, on se demande, enfin, moi personnellement, je me demande comment se fait-il qu'Andorre a autant de cas comparé à nos pays voisins. C'est pas normal. Oui, Donc, par rapport au pourcentage de la population, vous voulez dire, c'est ça? en fait, si on fait, vous savez, pour comparer les pays entre eux, en fait, on fait le nombre de cas sur 100 000 habitants, pour 100 Mhm. 000 habitants. Voilà, donc si on compare avec la France, et comme ça, on a une donnée pour comparer, en fait, les pays entre eux. Donc nous, on est Ouais. 78 000 habitants, mais si on le ramène à 100 000 habitants, ça ferait combien? Donc ça ferait 3 000 cas pour 100 000 habitants, pour comparer avec la France et l'Espagne. Donc en fait, moi, j'étais très intriguée, en fait, et j'ai fait une interview à Bernard Lascola, qui est le responsable du plus grand laboratoire P3 public OK. d'Europe, à l'IHU de Marseille. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Bernard, expliquez-moi comment on pourrait expliquer, en fait, qu'Andorre a autant de cas, beaucoup plus que la France et l'Espagne. Comment ça se fait? Alors, il m'a dit, en plaisantant, il me dit, ou les Andorrans sont beaucoup plus tactiles que les autres, en rigolant, ou alors, eh bien, vous avez un problème au niveau des tests. Alors, nous, on fait des tests, on faisait des tests Mhm. PCR avec des cycles d'amplification de 45, ce qui est beaucoup trop. Les experts vous le diront. Les experts qui n'ont pas de conflit d'intérêt en général, ils vous diront que au-dessus de 33, c'est pas bon, parce qu'en fait, on amplifie tellement le matériel génétique qu'on voit un résidu inactif d'anciens virus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas bon. Et nous, Mhm. là, actuellement, on fait des tests TMA. Les tests TMA, Bernard, il m'a dit, c'est une très bonne technique, mais je pense que vous avez des problèmes au niveau du seuil de sensibilité qui provoque de faux positifs. Voilà. Donc en fait, j'ai posé, André, une question en assemblée plénière au ministre en disant, voilà, monsieur le ministre, et d'ailleurs je l'ai sur mon canal YouTube, j'ai donc l'interview que j'ai faite à Bernard. Je dis, monsieur le ministre, Mhm. Bernard Lascoula m'a dit donc qu'on avait peut-être un problème de test, de seuil de sensibilité. Quel est le seuil de sensibilité de la principauté d'Andorre au niveau des tests M1? Il n'a pas su me répondre. Il n'a pas su me répondre. Il m'a dit non, non, c'est hypersensible, etc. C'est très bien qu'il soit hypersensible. Non, mais l'hypersensibilité a le risque d'avoir des faux positifs. Donc, en fait, on a des familles entières cloîtrées à la maison. J'en fais partie. Ouais. Alors que là, j'ai mon fils qui est positif, qui a eu une petite fièvre juste une après-midi. On est tous négatifs à la maison. On est tous confinés à la maison pendant une semaine. Voilà, OK, vous voyez? votre quarantaine, c'est une semaine. Alors que Oui, nous, au Québec, c'est 14 jours. d'accord. Mais Donc, nous, c'est 7 jours. Après, il faut refaire des tests. Enfin, c'est voilà. Mon fils, lui, c'est le 21, il pourra aller à l'école. Voilà, parce que là, ça fait quelques jours qu'on est à la maison. Donc, mhm. vous voyez, André, le ministre qui est médecin, qui devrait s'informer. Alors, je vais vous étonner aussi. On a un laboratoire, on a Grifols, c'est une firme pharmaceutique qui veut s'implanter en Andorre avec la collaboration financière aussi du gouvernement. Très bien. OK. Et ce laboratoire, figurez-vous, il y a à peu près, oui, l'année dernière, en 2020, nous a laissé 2 machines pour les TMA. Et c'est eux qui nous fabriquent donc les TMA, les tests. Ils nous ont laissé les machines gratuites, à condition, bien évidemment, d'acheter les tests. Voilà. Bon, moi, ce que j'aimerais pas, c'est que, eh bien, cette firme pharmaceutique Grifols utilise le même modèle que Nespresso. Un Nespresso, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous laissent les machines pour l'entreprise et puis après, vous achetez les capsules. Et le Oui, business, il se fait en achetant des capsules. Bon, mais et là, ça le coûte business, et ça coûte cher et ça voilà, coûte énormément voilà. cher, c'est dispendieux. Voilà. Alors là, moi, mon souci, ça serait est-ce que Grifols nous a laissé les machines gratuites pour effectivement qu'on paie les tests et plus on achète de tests et plus il y a du cash. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, Mhm. ça c'est mon inquiétude. Voilà. Et est-ce qu'aussi il y a des portes giratoires? C'est-à-dire que est-ce que le ministre, eh bien, s'est laissé acheter entre guillemets parce que comme ils vont faire ce fameux laboratoire P3 chez nous, est-ce qu'il a sa place après dans le conseil d'administration du laboratoire? Vous voyez? Ouais.
c'est les portes giratoires, en fait, de la politique. Donc, tout ça m'inquiète, hein, vraiment, puisqu'on a beaucoup de citoyens confinés à l'heure actuelle chez nous. Alors nous, on a eu un confinement total, hein, on a déconfiné toute la population en juin 2020 et on n'a jamais reconfiné d'une manière totale. Donc ça, s'il faut le dire, on avait les restaurants, les bars, les gymnases, tout ouvert, sans pass sanitaire. Là, ils ont eu l'idée, en fait, de nous mettre le pass sanitaire. Donc, ça discrimine une partie de la population. Et, franchement, moi, je lui ai dit au ministre, je dis, quelle est la logique du pass sanitaire? Si un vacciné, nous, c'est petit chez nous, donc on sait tout. Si un vacciné contaminé peut contaminer donc les autres, comme non vaccinés. Vous voyez? C'est-à-dire que le vaccin ne freine pas, en fait, donc la contagion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, déjà, c'est... Et après, moi, j'ai demandé à Bernard Lascola, le responsable du laboratoire P3 à Marseille, il m'a dit, en fait, un vacciné contaminé, eh bien, il est contaminant pendant 10 jours comme les autres, comme un non vacciné. Donc, en fait, sur le plan scientifique, ce pass sanitaire, eh bien, n'a pas lieu d'être. Ce pass sanitaire, il est là pour forcer les gens à se vacciner de manière détournée. Voyez? Exactement. Finalement, est-ce que vous avez, nous au Canada, on a un droit inhérent comme citoyen canadien à ne pas se faire vacciner. C'est un droit fondamental qui est reconnu par nos chartes. On a une charte au Québec, puis on a une charte au Canada. La charte au Québec est arrivée un peu avant. Après ça, on a eu la Charte canadienne des droits qui a dit que le citoyen est libre de consentir à un traitement médical et s'il le consent, il doit le faire d'une façon libre et éclairée. Est-ce que vous avez ce genre de disposition-là à Andorre? Alors, nous, on a la loi des droits du patient. L'histoire clinique et droits du patient. Voilà. Okay. Le patient a le droit de refuser un traitement. Il a le droit de refuser. Bon. Moi, ma grande question, c'est normalement, on se vaccine pour être protégé soi-même. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, il y a un médecin qui a fait une comparaison absolument extraordinaire. Alors, il y a un médecin qui dit, voilà, il pleut. Imaginez qu'il pleut dehors. Vous sortez avec votre parapluie qui est troué. Bon. Et en fait, au lieu de vous plaindre sur le fabricant du parapluie qui est troué, parce que vous recevez des gouttes, hein, on pourrait comparer ça aux vaccinés, eh bien, vous allez critiquer les non-vaccinés, qu'eux, ils sont sortis dehors sans parapluie. Ils reçoivent de la pluie. Bon. Vous voyez, on est dans un monde, en fait, où les vaccinés qui devraient se sentir protégés ne se sentent pas protégés, et il faut qu'ils trouvent un coupable, et donc ce sont les non-vaccinés les coupables. Or, on voit très bien que... C'est quand même tout un monde. Oui. On est censé le vaccin est censé nous protéger. On ne devrait pas avoir peur des coupables, comme vous les appelez, les non-vaccinés. Comment vous expliquez ce comportement? Est-ce que vous avez, dans votre population, parce que nous, au Québec, on a le même genre de comportement, est-ce que vous avez ces comportements-là aussi de la part même des citoyens? Parce que actuellement, ce qui se passe au Québec avec le pass de la honte, parce que je pense qu'on l'appelle toutes les deux de la même manière, exactement, il se crée une dissension, une espèce de déséquilibre social. Comment ça se passe chez vous? Premièrement, depuis quand a-t-il été instauré? Et qu'est-ce qui touche exactement? Restauration, sport, etc. Pourriez-vous être un peu plus explicite à ce niveau-là? Alors, nous, on était libres, vraiment. Hein. On était libres, on a skié l'année dernière. En fait, c'était extraordinaire. Extraordinaire. On pouvait aller au restaurant, on pouvait aller partout, qu'on soit vacciné ou pas. Bon. Et là, passe sanitaire. Donc, imaginez-vous la logique. Alors, je vais vous étonner. On peut, par exemple, aller dans l'autobus avec son masque. Donc, on ne présente pas de passe sanitaire. Là, pour aller dans le bus, pas de passe sanitaire. Donc, les uns sur les autres dans l'autobus, pas de souci. Mais par contre, on ne peut pas aller se faire couper les cheveux chez le coiffeur avec le masque. Alors ça, c'est fort quand même. On ne peut pas aller, par exemple, faire du sport, par exemple, avec le masque. Donc ou alors aller dans une salle de cinéma avec le masque sans passeport sanitaire. Alors qu'on peut aller dans le bus sans passeport sanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des incohérences flagrantes, vraiment, vraiment, qui quand même devraient alerter les citoyens. Le problème, je vais vous dire,
c'est que matin, midi et soir, on parle du coronavirus, on parle du Covid, de la Covid, à longueur de journée, des morts, des malades, etc. Or, c'est des tests, hein. Souvent on parle de cas, mais c'est des tests en fait. Oui. Il faudrait voir le nombre de malades, vraiment malades. Et le souci, c'est qu'en fait, on plonge nos sociétés dans la peur. Et la peur, eh bien, avec la peur, on peut faire ce qu'on veut aux gens, mais vraiment ce qu'on veut. Hein. Et ça, c'est problématique. Moi, André, en fait, j'invite vos auditeurs qui nous écoutent à regarder en fait les études psychologiques qui ont été menées dans les années 50-70, avec donc l'étude de Milgram, l'étude de H, et ensuite il y a d'autres études. Hein. Il y a l'étude aussi de la prison de Stanford. Et en fait, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, les psychologues? Ils se sont rendus compte qu'en fait, la majorité des gens, on va prendre une proportion comme la loi de Pareto, 20-80, il y a la majorité des gens, c'est-à-dire 80% des gens, sont soumis à l'autorité. Et ils ne se posent pas de questions. L'autorité a dit ça, donc on fait. Même si c'est une aberration. Parce que souvent, on se pose la question, comment se fait-il qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il ait pu se passer des choses comme ça au niveau, vous savez, des expériences qu'on faisait sur les Juifs dans le passé, etc. Mais en fait, c'était vous vous rendez compte, c'était quand même des médecins allemands qui faisaient des expérimentations sur les Juifs. Vous vous rendez compte un peu? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, que les gens étaient, quand on interroge des personnes, etc., quand on peut lire des bouquins d'histoire, on s'aperçoit que les gens disent non, mais c'est pas moi. C'était mon supérieur qui me disait de faire ça et moi, je ne me suis pas posé de questions parce que c'était lui l'autorité. Donc, en fait, on se rend compte que, eh bien, sous la pression et sous l'autorité, les gens sont prêts à faire vraiment des choses qu'ils n'auraient jamais faites s'ils n'avaient pas eu cette pression-là. Voilà. Et ça, c'est quand même, il faudrait l'apprendre ça à nos enfants. Voyez. On a aussi des expériences comme l'expérience de H, c'est-à-dire que vous mettez un groupe d'acteurs, d'accord? C'est un groupe majoritaire avec des personnes donc, qui sont là comme vous et moi. Hein. Et puis, on voit un petit peu la pression sociale, comment elle joue. Eh bien, pour des choses vraiment, mais vraiment évidentes, eh bien, les gens sous la pression sociale, ils peuvent dire exactement l'inverse de ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, on est dans une société, malheureusement, à majorité conformiste et qui se laisse quand même eh bien, faire par l'autorité. Même si les directives sont tempérantes. Donc, ça, c'est très... c'est problématique. Vous voyez, cet esprit critique dans les journaux. Regardez, André, c'est quelque chose quand même de faramineux. Moi, j'ai posé... en fait, je fais sur ma chaîne YouTube, je mets des témoignages d'effets secondaires des vaccins. Bon. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Moi, j'ai demandé au gouvernement qui se ferait responsable, qui paierait, qui indemniserait les victimes des vaccins. Parce que ça, les firmes pharmaceutiques s'en lavent les mains. Ce n'est pas elles qui seront responsables. Elles ont des contrats blindés qui les dégagent de toute responsabilité légale. Très bien. Qui va payer? Le gouvernement? Donc ça, c'est la grande question. Donc j'ai posé cette question-là. Et aussi, j'ai donné au gouvernement et à tous les journalistes les rapports de suivi des agences du médicament, donc de l'ANSM, c'est-à-dire l'agence du médicament côté français, et ensuite de l'AMA, etc. Bon, ce sont des sources officielles, on est bien d'accord. Très bien. Dans le journal, le lendemain, je vois Karine Montanet, donc la députée, pose des questions parlementaires, tenez-vous bien, basées sur de fausses données. De fausses données. Alors que je n'ai des sources officielles. Vous voyez, alors dans quel monde on vit? On vit dans un monde de manipulation. On vit dans un monde où le journalisme, en fait, a perdu son essence. Complètement, a perdu de son sens. En fait, on voit bien que si eh bien, de grosses agences, en fait, mainstream, etc., qui font la pluie et le beau temps et que tout le monde se copie, donc s'il y a quelque chose de faux, tout le monde dit la même chose, vous voyez. Tout le monde répète le même, parce que finalement, le mensonge, plus il est grand, plus les gens vont le croire, mais chez vous, ça se passe comment, les médias? J'imagine que les gens écoutent soit la télé espagnole ou la télé française. Est-ce que vous avez une chaîne d'information
locales ou des journaux locaux. Comment ces journaux se comportent chez vous? Est-ce que Alors, on c'est a un peu ce qu'on voit au niveau mondial? C'est un peu la même chose? Ou? Alors écoutez, nous on a des journaux, effectivement, on a des journaux, après on a des journaux digitaux aussi, et on Oui. a une chaîne de télévision, une chaîne publique. Bon, alors, follow the money, hein, ça, c'est très important, c'est-à-dire qui paie. Bon, Mhm. la chaîne nationale, qui c'est qui paie? Le Le gouvernement. gouvernement. Le gouvernement. Bon, donc dans le sens du poil, il faut aller dans le sens du poil, hein, toujours. Mhm. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, la neutralité de l'information, et après, il faut se rendre compte aussi que quand même, il y a des journaux qui touchent des subventions du gouvernement aussi. Donc, il y a des journaux qui sont, vous voyez, ils dépendent, en fait, leur survie dépend un petit peu, eh bien, des subventions du gouvernement. Donc, vous voyez, c'est un système, en fait, hein, c'est un poisson qui se mord la queue, si je puis dire, et Oui. ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire que on s'aperçoit, eh bien, que les fake news, hein, en général, eh bien, sont générées par l'autorité. Quand le ministre nous dit ici que les vaccins ne sont pas expérimentaux, ben ça, c'est une fake news. Si vous allez à la source, c'est-à-dire si vous allez à l'Agence du médicament de l'Union européenne et si vous allez à l'Agence du médicament français, puisque nous, on n'a pas d'agence, on est une petite principauté, eh bien, Mhm. on se rend compte que ben, là, pour le coup, eh bien, c'est une fake news générée par l'autorité de santé, chez nous. Vous voyez? Donc, c'est quand même, là, on vit un monde, je vous assure, un monde très préoccupant, où la réalité est quand même assez biaisée, où les croyances, en fait, ont pris, si vous voulez, tout le poids par rapport aux bases Oui. scientifiques. Parce qu'en fait, quand on a une pandémie comme ça, il faut voir l'avancée, voir les choses constatées à chaque moment et rectifier. Bon, là, on pouvait, il y a quelques mois, on pouvait dire, bon, ok, peut-être qu'un vacciné, eh bien, il ne contamine pas les autres. Bon, là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, qu'un vacciné est malade. Très bien. Donc là, déjà, vous voyez, c'est pas pareil. On Mhm. pouvait croire quelque chose il y a quelques semaines. Là, maintenant, on sait que les vaccinés tombent malades comme les autres. Voilà. Alors après, on vous dit que, eh bien, peut-être qu'ils auront des formes moins graves. Ça reste à prouver. C'est-à-dire qu'on a eu, Ben, nous, des gens vaccinés en soins intensifs chez nous. Donc, il faudrait faire une étude pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, après, il faudrait aussi regarder les données de pharmacovigilance avant de vacciner nos jeunes. Voilà, parce qu'en fait, mhm. si le risque du vaccin est plus important que le risque de la propre maladie, et franchement, voyez, il ne faut pas exposer nos jeunes. Moi, franchement, ça me fend le cœur quand je vois qu'ils veulent vacciner les enfants. Alors, ils Donc, vaccinent les enfants, mais mais André, oui, vous savez le pourcentage de mortalité chez les enfants du Covid? C'est c'est à peu près. 0,0004%. Mais qu'est-ce qu'on est en train Ouais, de faire? C'est-à-dire qu'ils ont je plus de risques en se vaccinant que par rapport au virus. C'est fou quand même. ben, revenons donc justement au fameux test dont vous avez fait mention à 45 cycles chez vous, comme au Québec finalement, qui Mmh. produit plus de faux positifs ou de faux négatifs que de Mmh. vrais cas réels, Mmh. qui ne se transposent pas non plus chez nous dans les hôpitaux. Peut-être que la mortalité des enfants que vous avez fait qualifier de 0 à 0,0004, c'est peut-être finalement zéro. Peut-être que ce cas de mortalité est peut-être un faux positif. Donc, c'est là le problème qu'on a actuellement, c'est sur la guerre des tests. Et notre premier ministre a déclaré officiellement, puis on dirait qu'il a tendance à l'oublier, puis vous me direz ce que vous en pensez, que les cas n'étaient pas représentatifs. Ce qui était représentatif, c'était les hospitalisations, éventuellement les soins intensifs, et finalement, la finalité, c'est la mort. Bon, Chez moi, vous, ça se passe comment? alors, nous, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que déjà, il faut pas. Nous, chez nous, il y avait 10 lits de fermés. Bon, pour vous, ça vous semble. Pour nous, on n'est que 78 000 habitants. Donc, si vous voulez 10 lits, c'est énorme, hein. Donc, Mhm. nous, il y avait 10 lits de fermés avant la pandémie. D'accord? Moi, je travaillais sur ça à la législature passée. Bon. Donc, si on n'investit pas dans nos systèmes de santé, si en fait on balaie d'un revers de main, si vous voulez, tous les traitements précoces, hein, je rappelle quand même que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine ou alors l'ivermectine ont fait l'objet quand même de nombreuses études internationales qui ont montré
leur efficacité. Alors certes, elles ne Ouais. sont pas randomisées, puisque ça coûte très cher, il n'y a que les firmes pharmaceutiques qui peuvent faire ça, mais il faut les prendre en compte, moi je pense. Voilà. Et puis il faut oser, c'est-à-dire que là, des molécules qui ont 60 ans d'existence, eh bien, et qui ont démontré, il y a plus de 190 études sur l'hydroxychloroquine, etc. Franchement, si ça marche, pourquoi ne pas soigner nos patients avec ça? Vous Donc, vous rendez compte? est-ce que je dois comprendre qu'on a interdit l'hydroxychloroquine chez vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Que nous, au départ, on avait un protocole très clair. Moi, j'étais malade en mars-avril et au bout de plus d'une semaine, en fait, je pouvais plus respirer, donc en fait, on avait monté une unité à l'hôpital, de Covid. Donc quand j'y étais allée, ils m'avaient donné donc le protocole Raoult, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, associée à l'hydroxychloroquine, l'azithromycine avec l'hydroxychloroquine. Donc j'ai pris le traitement et c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours, je pouvais respirer, je pouvais dire au moins 2 mots sans m'étouffer. Donc ça, c'est énorme. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'affaire Lancetgate. Donc là, ça a tout remis en cause chez nous, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on laissera la liberté de prescription, en fait, aux médecins. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit? Que cette polémique autour de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, eh bien, a gagné du terrain et que le message des mainstream, en fait, eh bien, a gagné. Ils ont semé le doute au niveau de ces molécules. Or, c'est des molécules connues depuis plus de 60 ans pour l'hydroxychloroquine, la chloroquine. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on connaît ses effets, on connaît la réaction. En plus, on a l'IHU, par exemple, de Marseille, qui a eu de très, très bons résultats pour soigner leurs patients. Bon, ça a été les premiers à dire que le remdesivir ne marchait pas, or personne ne les écoutait. Et après, il s'est avéré que ça ne marchait pas, puisque l'OMS l'a dit. Enfin, vous voyez, donc il y a beaucoup d'aberrations. Et si on ne soigne pas les gens, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Quand vous avez les médias mainstream qui parlent de l'ivermectine comme si c'était un médicament pour les chevaux. Alors, l'ivermectine, vous voyez, un petit bout de vérité n'est pas une vérité. C'est-à-dire que si on dit oui, l'ivermectine, c'est un médicament pour des chevaux, pour ridiculiser la molécule, en fait, oui, d'accord, elle est donnée aux chevaux, mais elle est donnée aussi aux humains, dans certaines pathologies. Vous voyez ce que je veux dire? Dans certaines maladies. Donc, elle est donnée aux humains. Et donc, on a des études qui montrent que l'ivermectine marche. Vous voyez? Donc, les médias ont essayé de ridiculiser l'ivermectine pour pas que les gens prennent de l'ivermectine et pour pas que les médecins fassent leurs ordonnances avec de l'ivermectine. Vous voyez? Donc, on est dans cette fabrique du consentement permanent. Il y a beaucoup de médecins, malheureusement, qui soignent leurs patients comme ils peuvent, mais qui sont mal informés, je pense. Ils sont très mal informés. Ils ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que l'autorité de santé va leur dire quelque chose, et ils vont prendre ça comme argent comptant. Vous voyez ce que je veux dire? Or, il faut quand même faire des recherches parce que le problème de excusez-moi de le dire, mais le problème de nos systèmes de santé, eh bien, c'est la corruption systémique. C'est très grave ce qui se passe, ça a toujours existé, la corruption systémique dans nos systèmes de santé, mais là, on atteint des niveaux jamais vus. Vraiment. Ben, justement, puis vous l'avez dit, puis je reprends votre expression, c'est la fabrication du consentement. Exactement. Exactement. En fait, il y a deux choses. Il y a la fabrication du consentement, fabrique du consentement, c'est-à-dire l'ingénierie sociale qui a été impulsée par Édouard Bernays, c'est-à-dire c'était le neveu de Freud, dans les années 20. Et donc, en fait, ce monsieur s'est penché sur comment on pouvait, en fait, manipuler les masses au profit d'une certaine oligarchie. Voilà. Donc ça, c'était Édouard Bernays qui a inventé ça. Et donc, d'ailleurs, il a eu de très, très bons résultats au niveau économique, bien évidemment, dans les années 20, etc., 30. Et donc là, on s'aperçoit donc que cette fabrique du consentement continue. Et en plus, qu'on a aussi la fabrique de l'ignorance. Vous voyez, la fabrique de l'ignorance a été utilisée par l'industrie du tabac pendant des années. C'est-à-dire que quand on a commencé à pointer du doigt le tabac, attention, le tabac est mauvais pour la santé, etc., donc le big tobacco, ce qu'il faisait, c'est qu'il payait des scientifiques pour faire des contre-études, en fait, qui allaient dans le sens « Ah, mais non, c'est pas le tabac qui fait mal, en fait, c'est le changement climatique, c'est la pollution, c'est ceci, c'est cela. » C'est-à-dire, c'est détourner et créer, en fait, une certaine ignorance scientifique. Parce qu'il y a des études, des contre-études, etc. Elles se contredisent tous et on ne sait plus, si vous voulez, donc voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà.
Comment vous voyez votre rôle, comme parlementaire, justement, dans votre pays? Bien écoutez, moi déjà, alors là, si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup, beaucoup de questions. J'ai beaucoup voyagé en fait en sac à dos dans ma vie quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de pays en sac à dos et ça m'a permis aussi de voir, eh bien, certaines choses, hein, des pays très pauvres. Hem, j'ai quand même vécu ça, en personne. Donc déjà, vous savez, au niveau de l'ouverture, eh bien, ça change déjà. Et moi, tout ce qu'on me dit, je regarde ce qu'on me dit parce qu'en fait, entre le message officiel qu'on vous donne à la télé, puisque vous voyez sur place, après, c'est 2 choses différentes. Moi qui ai voyagé énormément en sac à dos, il y a l'image qu'on veut vous donner en fait du pays, puis ensuite quand vous y êtes, vous voyez vraiment qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Donc Ouais. moi, en tant que parlementaire, je suis une parlementaire qui me pose beaucoup de questions, qui contrôle ce que dit le gouvernement. Je vais aux sources m'informer. Je vais aux gens qui savent et qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Hein, des gens qui sont intègres. Hein. Ça, c'est très important parce que malheureusement, on a beaucoup de gens brillants mais qui se laissent acheter. Donc c'est le vrai problème en fait de nos sociétés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un prix malheureusement. Moi, vous voyez, j'en ai pas, on ne peut pas m'acheter. Donc, vous voyez, je gagne 1700 euros par mois en tant que parlementaire et j'y reste et je suis contente de servir mon pays. Voilà, donc j'ai eu la chance d'investir avant d'être parlementaire et de pouvoir tenir. Mmh. C'est vrai que, vous voyez, voilà. Donc, le problème, il est là. C'est qu'il y a des gens qui ont un prix. Donc, et je trouve que c'est sain. Vous voyez, la démocratie, eh bien, c'est sain de se poser des questions. Il faut s'en poser des questions. Le jour où personne ne se pose de questions et le jour où tout le monde va dans le même sens, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est dans un régime totalitaire. Est-ce que vous qualifiez justement le régime d'Andorre maintenant d'un régime totalitaire depuis qu'on a instauré le pass de la honte, finalement? Mais écoutez, moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit là, un pays de liberté comme, enfin, moi, j'étais fière quand même de mon pays parce qu'on avait géré la crise sanitaire au début, donc avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Enfin, il n'y avait pas de passe sanitaire. C'était quand même, il y avait une liberté de se vacciner ou pas, même s'il y avait un petit peu de pression sociale. Mais là, honnêtement, avec un ministre qui nous vend le vaccin, on dirait un commercial du vaccin, et maintenant un ministre qui a mis le pass sanitaire en marche et qui discrimine une partie de la population sans base scientifique. Mais écoutez, mais là on Mmh. glisse, vraiment, on glisse vers un régime totalitaire. Voilà, et je ne vais pas les laisser faire. C'est-à-dire que là, je vais faire une action, là je suis en train de travailler avec les avocats. On a aussi le soutien des pays voisins, c'est-à-dire qu'il y a des collectifs d'avocats donc, qui se sont mis en contact avec moi pour m'aider en fait à rédiger ces actions légales devant les tribunaux andorrans et je vais défendre le peuple, bien évidemment. Je ne peux pas les laisser faire. Je ne peux pas les laisser faire. Vous faites bien de défendre les intérêts de la population, mais au niveau de... Parce que vous êtes un pays, naturellement, où le tourisme a une importance quand même assez capitale. Qu'est-ce que le pass sanitaire veut dire pour l'industrie du tourisme chez vous et comment l'industrie du tourisme perçoit ça? Parce que en France puis en Espagne, j'imagine qu'il y a une partie de la population qui ne se font pas vacciner. Euh, Comment votre industrie touristique voit ce pass de la honte? Ben déjà, je vais vous dire, déjà, ici, c'est un petit pays. Donc, les restaurateurs, vous imaginez un peu demander le pass aux gens, c'est-à-dire qu'ils perdent des clients. Hein, c'est des clients fidèles, parce que là, on parle, si vous voulez, des clients domestiques, hein, des clients donc, qui vont. Bon, et ensuite, au niveau des touristes, on a eu des annulations. On a eu des annulations, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas vaccinés, qui avaient prévu de passer la Noël, les fêtes, etc., ici en Andorre, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est annuler leurs vacances. Pourquoi? Parce que même pour un appartement touristique, on vous demande un pass sanitaire. Êtes-vous sérieuse? Un appartement touristique, c'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes une famille de 4, hein, donc la maman, enfin le couple avec 2 enfants. Bon, vous allez en Andorre, louer un appartement touristique, donc c'est la cellule familiale qui va dans l'appartement touristique, et bien vous faites un pass sanitaire. C'est fort, quoi. Dans l'hôtel, bon, on pourrait comprendre, mais franchement, dans un appartement, ça ne se comprend pas. Donc en fait, moi j'ai alerté le gouvernement en disant attention, les hôteliers commencent à avoir des annulations, au niveau des appartements touristiques aussi. On OK. a beaucoup, beaucoup de résidents passifs et actifs avec un fort pouvoir d'achat qui aimaient vivre en Andorre pour cette liberté et qui maintenant veulent partir.
parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne veulent pas montrer un pass à chaque coin de rue et se faire un test à chaque fois qu'on veut aller se faire couper les cheveux ou aller faire du sport ou autre. Donc, en fait, beaucoup de gens qui sont partis. Et il y a en plus des renouvellements de résidence qui ne sont pas permises. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas se vacciner. Vous voyez? On en arrive là, vaccins expérimentaux. Moi, je m'interroge, honnêtement. Hein. Je m'interroge. Comment vous... Qu'est-ce qui pousse le gouvernement? Ou c'est la peur? La peur de, voilà, ils sont débordés, voilà, ils ne savent pas quoi faire. Mais le ministre, quand même, est issu du monde médical. Ou alors il y a des conflits d'intérêts, peut-être. Moi, je me pose la question. Étant donné qu'ils ont embauché quelqu'un avec des conflits d'intérêts démontrés, c'est officiel. Ils m'ont répondu dans le journal officiel en disant, voilà, ce monsieur, il y a un tableau avec tous les montants, et si vous faites la somme des montants, ça fait 2,8 millions d'euros. 2,8 millions d'euros. C'est énorme. Comment vous voyez l'avenir, justement, de votre pays? Moi, l'avenir, il faut que ça change. Hein. Moi, je ferai tout pour que ça change, là. On ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas laisser mon pays dériver vers un régime totalitaire. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que demain, là, c'est la porte ouverte à plein de choses. Voilà. On n'a jamais discriminé les gens par rapport à leur statut vaccinal ou par rapport à leur statut de santé. Jamais. Jamais. En fait, nous, au Canada... Mais c'est fou quand même, c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'heure actuelle, chez moi, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et le ministre conçoit qu'en fait, on Et nous, au Canada, nous, au Canada, c'est interdit de discriminer en fonction de l'état de santé. Et c'est exactement ce que le gouvernement fait ici au Canada. C'est absolument phénoménal ce qu'on est en train de vivre au niveau planétaire. Peut-être qu'on va revenir à votre voyage en Suède, parce que moi, quand je suis arrivé en Suède, j'ai eu une certaine perception. J'aimerais savoir comment vous vous êtes senti. Premièrement, vous êtes allé, je présume, en avion. Comment vous vous êtes senti quand vous êtes descendu à Arenda, puis que vous avez vu pour la première fois les citoyens suédois dans l'aéroport? Alors, je vais vous dire, déjà, moi, Astrid, elle m'a dit, allez, viens à Stockholm, on va faire en fait un sommet de la paix, etc. Je dis, ça fait loin quand même. Elle me dit, oui, mais bon, j'ai dit, on fait un Zoom. Elle me dit, non, mais viens. Franchement, tu vas rencontrer beaucoup de monde et d'être en présentiel, c'est quand même différent. J'ai dit, bon, d'accord. Je dis, ok, je me paie le billet d'avion, je me paie l'hôtel. J'ai dit, ok, je viens. Et donc, j'ai bien ma fille. Bon, maintenant qui a 15 ans, elle avait 14 ans l'année dernière, je dis, bon, allez, on va à Stockholm, toutes les deux. Mon fils était trop petit. Donc, on est parti à Stockholm. Alors, toute ma famille, mes parents, mon chéri, etc. Mais tu vas pas aller à Stockholm, mais tu te rends pas compte, là, au niveau du journal télévisé, il y a les hôpitaux saturés, etc. On aurait dit, en entendant parler, qu'il y avait des morts à tous les coins de rue. Mais tu te rends compte, tu vas être contaminé, machin. Bon, bref. Je pars quand même. J'arrive, alors déjà, c'était très compliqué pour voyager, puisque moi, je suis la principauté, il fallait que je passe par la France, etc. Donc, et après, donc j'avais une heure de route, après, il fallait que je prenne l'avion. Et en fait, donc, à cette période-là, c'était en décembre 2020, il fallait donc un test, bien évidemment, PCR, et puis il fallait aussi un motif impérieux. Bon. Donc, j'avais effectivement l'invitation au sommet, comme quoi, donc, j'allais intervenir au niveau de ce sommet-là. Donc, j'avais le justificatif, j'avais le test de ma fille, mon test, etc. On part. Puis, j'arrive à Stockholm. Et là, qu'est-ce que je vois? Les gens sans masque. Ils faisaient une vie normale. Je dis, mais on est où là? On est dans un autre monde, en fait. Ils nous regardaient bizarrement. Voilà, parce qu'en fait, on avait, quand on est sorti de l'avion, on avait le masque, etc. Mais voilà, après, dans la rue, pas de masque, dans les restos, partout. Aucun masque, en fait. Quand voilà, et ma fille qui mettait son masque, parce qu'elle était malade à cette époque-là. Elle n'avait pas le Covid, elle était enrhumée, etc. Mais elle me dit, mais c'est fou quand même, maman, c'est fou. Je dis, ouais, mais tu vois, comme quoi, la réalité, selon en fait la pression, et les gens, en fait, étaient relaxés. Alors que là, à la télé, on parlait de Stockholm comme s'il y avait des morts à tous les coins de rue et comme si c'était dramatique. Alors que là-bas, on n'avait pas... Vous voyez, c'est un peu comme quand je vous disais, quand je voyageais en fait en sac à dos. L'image qui donnait à la télé de certains pays, et moi, quand j'étais là en sac à dos, c'était complètement différent.
Donc, voilà, c'est une manipulation à haut niveau, quoi. On est en train de vivre quelque chose Moi, qui moi, restera gravé dans l'histoire. moi, ce que je peux te dire, Karine, c'est que moi, j'ai été invité à aller à Stockholm par un ami qui était là avec sa copine pour un entraînement olympique parce que c'était le seul endroit où elle pouvait s'entraîner sans avoir de contraintes. Et puis, il me dit, André, il dit, la première chose que tu vas te rendre compte quand tu vas sortir de l'avion, tu vas avoir ton masque comme tout le monde. Puis à un moment donné, tu vas te dire, j'ai donc l'air d'un clown. Parce que tous les gens qui viennent vers toi quand on est à la sortie du terminal ont aucun masque, mais C'est aucun ça. masque. Et ils vous Après ça, regardent, en fait, comme nous, on regardait les Chinois, vous voyez, quand les Chinois venaient chez nous, qu'ils étaient oui, masqués, etc., on les regardait un peu, genre, c'est bizarre quand même, hein, voilà. Mais bon, exact. voilà, chacun se respecte, mais c'est vrai qu'on est étonné. Et bien là, c'était pareil, en fait. Donc, les gens étaient étonnés de nous voir masqués. Puis là, Ouais. moi, j'arrive après ça. Moi, j'étais dans la section de Stockholm où il y a le siège du gouvernement puis le palais royal. Et personne n'a des masques. Le restaurant, personne n'a des masques. Personne ne te pose de questions. Les masques, je les ai vus à Malmö, plus au sud. Mais je te dirais pour environ 1% de la population. Mais maintenant, on est un an plus tard, je suis aux États-Unis d'Amérique, j'ai croisé 11 États américains, du nord vers le sud. Et ici, personne ne me pose la question, es-tu vacciné? Personne ne me demande de porter mon masque. Alors Super. qu'au Québec, les gens me demandent de me laver les mains, de monter mon masque au bout du nez. J'ai C'est ça. revécu, moi, arrivant aux États-Unis, la liberté que j'ai perdue au Québec. Puis le problème que j'ai, Mm. c'est de retourner. Puis je voyais dans Andorre jusqu'au mois de mai, quand on s'était parlé, un avenue possible. Parce qu'il n'y avait pas de Ouais, moi passe aussi. sanitaire, il y avait une vie normale. Qu'est-ce qui a Mm. fait que ça a basculé comme ça? Est-ce que c'est le gouvernement français qui a fait des pressions ou c'est l'évêque? L'évêque, je pense pas, Non. honnêtement. L'évêque, je pense pas. Je pense que le ministre était quand même très emballé, déjà. Moi, j'ai réussi à le freiner à maintes et maintes reprises. Sauf que, si vous voulez, au bout d'un moment, vous savez, un message répété devient une vérité. Je pense qu'il a pris de plus en plus de poids au niveau du gouvernement, le ministre, et je pense qu'il a influencé le reste du gouvernement. Voilà. Donc, et comme je vous ai dit, là, Grifols avec les machines gratuites, les tests douteux, etc. Bon, moi, il y a beaucoup de questions vraiment, hein, je me pose beaucoup de questions autour du ministre. J'aimerais bien regarder ses conflits d'intérêts d'ailleurs. Ça serait pas mal qu'on ouvre une investigation parce qu'il faudrait quand même vérifier. Vous voyez? Parce qu'en OK. fait, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. C'est-à-dire Donc, que le passeport vaccinal là, que vous avez chez vous, euh, parce que nous, on a une folie furieuse ici, OK? Je vais vous dire ce qui se passe, puis après ça, vous pourrez le transposer dans ce qui se passe chez vous. oui. Nous, on a un ministre de la Santé qui a un peu perdu le contrôle de sa personne. Puis Mhm. là, il a dit aux gens, ben là, vous allez vous rencontrer à Noël, 20 personnes, mais vous devez tous être vaccinés. Vivez-vous cette même folie à Andorre? Bon, alors là, il ne manquerait plus que ça qu'on nous dise chez nous. Alors, ils recommandent, c'est des recommandations, oui, tente pas, etc. Pour la Noël, bon, c'était un peu le cas l'année dernière, mais franchement, hein, je pense que la police a d'autres chats à fouetter que de regarder hein, si on est à combien à la maison, etc., etc., si on est vacciné ou pas. Hein. Donc, nous, chez nous, c'est pas arrivé dans des extrêmes comme ça. Et moi, je trouve ça lamentable, vous voyez. C'est-à-dire que la liberté, elle est où? Elle est où? Bon, je peux comprendre cette peur du virus. Hein, mais quand, Mhm. moi, vous savez ce qui me choque, André, honnêtement. Nous, on est des êtres de lien. Les êtres humains, on est des êtres de lien. Bon, c'est Exact. l'amour qui nous fait tenir. Bon, on ne va pas vivre sous cloche. On ne va pas vivre sous cloche. Les gens qu'on aime, eh bien, on les embrasse, hein, on parle avec eux, on est avec eux. Voilà, ça c'est être humain. Bon, on ne va pas se Mhm. transformer en robot. Hein. Donc, moi, ça m'attriste quand je vois des publicités du gouvernement dans certains pays qui nous montrent en fait un papy ou une mamie
avec ses petits-enfants, etc., et que 2 jours après, on la voit avec une image à l'hôpital, entubée, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? L'État, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'on est des dangers potentiels pour notre famille? Qu'il Yeah. faut isoler mamie et papy? Qu'il faut les priver d'amour? Mais ce qu'ils font, en fait, eh bien, c'est justement les fragiliser. Parce que les personnes âgées ont besoin d'amour. Les personnes âgées ont besoin d'affection et ont besoin de se sentir importantes. Voilà. Vous vous rendez compte un peu? On ne peut pas leur casser les liens. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système immunitaire, eh bien, il décline complètement si on n'a plus d'amour. Vous voyez? Et ça c'est prouvé, hein. C'est-à-dire que si on stresse énormément une personne, eh bien, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ses défenses immunitaires chutent. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Voilà. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Justement, je pense que tu la vois, je la partage à l'écran. Ça représente tellement ce que tu dis de l'humain. Ces 2 jeunes filles-là qui m'ont approché justement à Pensacola, en Floride, pour se coller comme ça les uns sur les autres. C'est ce qu'on est, les humains. Ben, les humains, on ne peut pas vivre sous cloche. Sinon, alors on ne prend pas l'avion parce qu'on risque de se cracher, on ne prend pas la voiture parce qu'on risque d'avoir un accident, on ne fait pas ci, on ne fait pas là. Non, ça rime à quoi la vie? Ça rime à quoi la vie? Si on ne va pas se mettre dans une bulle, c'est impossible. On ne va pas se mettre sous cloche. La vie, elle est faite pour être vécue, pour être heureux. Donc il faut faire une prévention au niveau de la santé, protéger les personnes fragiles, bien évidemment. Pourquoi les personnes fragiles, par exemple, n'auraient pas d'oxymètre à la maison, hein, déjà, les masques, faites-le rembourser, mais après, laissez vivre les jeunes qui ne sont pas exposés. Mais tu les vois, les jeunes? Quelle est leur vie? Vous savez Tu qu'il y a les vois, beaucoup, les jeunes? bien sûr, il y a beaucoup de suicides chez les jeunes, beaucoup de suicides, beaucoup de dépression, etc. Quelle est la société qu'on veut faire là? Je ne comprends pas. Voilà, je Moi non comprends pas. plus. Je vais dire sincèrement que j'ai de la difficulté à comprendre ce qui est en train de se produire au Québec, puis en règle générale au Canada, puis maintenant dans ton pays, quand je vois des choses comme ça m'attriste tellement. Puis c'est pour ça que moi, j'ai voulu représenter aux citoyens du Québec pour qu'ils puissent voir c'était quoi la vie ailleurs que finalement, que celle qu'ils connaissaient justement voyons donc, au Québec, qu'est-ce qu'ils voyaient en Floride, c'était quoi exactement, tu sais. Donc, Ma c'est fille, pour par ça exemple, que tu vois, j'ai fait. Oui, je t'écoute. ma fille, pardon, vas-y. Vas-y. Non, non, c'est à toi. Ma fille, si tu veux, quand tu vois, elle avait 14 ans l'année dernière, quand on était allé à Stockholm, elle m'a dit, tu te rends compte, maman, quand même, comme les médias peuvent nous faire croire des choses qui ne sont pas. J'ai dit, tu as raison, ma fille, tu as raison, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que si tu ne le vis pas, si tu ne vas pas regarder, mais tu crois ce qu'on te dit à la télé. Et malheureusement, le problème, c'est qu'on stresse énormément les personnes âgées parce qu'en fait, elles ont le temps de regarder la télé. Elles regardent la télé matin, midi et soir pour certaines personnes. Et il y a des gens qui n'osent même plus sortir de chez eux. Tu te rends compte, André? Et donc, le problème, c'est qu'elles perdent ce lien fondamental pour avoir une bonne santé. Parce que pour avoir une bonne santé, il faut faire du sport, il faut marcher, hein, il faut voir du monde, il faut avoir du lien avec son prochain, etc. C'est ça qui fait la richesse humaine. Et donc, on prive nos anciens, en fait, de tout ça. Ça, c'est pas possible. On a Est-ce des que vous anciens qui avez, sont morts seuls. Tu te rends compte un est-ce peu? que vous, ouais, est-ce que vous avez chez vous la règle de distanciation comme on a, nous, en Amérique? La reste de La les règle de défenses, la distanciation sociale? 1 mètre et demi, oui. 1 mètre et demi. Oui, Ouais, entre les alors nous, c'est tables. 2 mètres, là. Mais comment vous voyez une relation humaine? Comment vous voyez une nouvelle relation humaine? Comment ça va se produire dans ces règles de 2 mètres? Chez vous, comment vous le voyez, vous, personnellement? Non, moi, je pense que là, c'est obligé, c'est tellement gros, si vous voulez. Le virus, il y est. Le virus, il y Ouais. est. Mais je pense honnêtement que forcément la vérité va sortir. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a tellement d'aberrations, d'incohérences, etc., que c'est obligé que ça change. On ne peut pas vivre comme ça. Je veux dire, il va y avoir un choc qui va réveiller d'un seul coup la population, hein. Et là, ça va. Et je pense que ça va changer, forcément.
On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Mhm. Mais le pass sanitaire, est-ce qu'on le demande aussi maintenant aux enfants? Alors, là, jusqu'à 16 ans, en fait, non. Jusqu'à OK. 16 ans, je peux faire des activités, etc. Le souci, hein, c'est que maintenant dans les écoles, ils font des tests 2 fois par semaine pour manger à la cantine. Des tests par le nez. Donc là, je m'y oppose. C'est pour ça que je fais une demande devant les tribunaux andorrans, parce que ça, c'est hors de question, pour moi. On ne va pas trifouiller le nez de nos jeunes pour aller manger à la cantine. Hein, donc ça, c'est pas possible. Donc là, je vais faire une demande devant les tribunaux et on va voir hein, le résultat. Mais c'est inquiétant, André. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Mhm. Oui. Et là, ils veulent vacciner les jeunes. Enfin, est-ce qu'il y aura après un pass pour les jeunes? J'en sais rien. En tout cas, c'est préoccupant parce qu'on a des. Suivant les vaccins, on vaccine en fait nos jeunes avec Moderna. OK. Moderna, je vous rappelle, qui est un vaccin interdit dans de nombreux pays nordiques pour le risque de myocardite qu'il présente et pour les problèmes cardiaques qu'il présente. Et nous, on est en train de vacciner tous nos jeunes Avec avec Moderna. Moderna. Et avec AstraZeneca aussi. Voilà, OK. on a vacciné beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes avec AstraZeneca. Et je peux t'assurer, André, que moi, j'ai beaucoup de plaintes d'effets secondaires de personnes qui ont été vaccinées. Et malheureusement, ces personnes-là ne sont écoutées par personne. Personne ne les écoute. Mais, Voilà, mais, personne. chez vous, est-ce qu'on est rendu aussi comme chez nous à la 3e dose? Oui, on est à la troisième dose, mais t'inquiète pas, André, 4e, 5e, regarde, Pfizer, là, pour Omicron, il a dit qu'il fallait 3 doses d'un coup. Si les gens ne se réveillent pas, là, c'est que Ah, vraiment, 3 il y a un doses. souci. Ah, Pfizer recommande 3 doses. Nous, ça y est marqué dans les journaux. Pfizer recommande 3 doses d'un coup pour l'Omicron. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Bientôt, ils vont nous vacciner toutes les semaines s'ils pouvaient. Donc là, c'est vraiment une fuite de normes. Non mais, ils vaccineraient chats, chiens et tous les animaux de compagnie, si tu veux. Donc, Oui. au bout d'un moment, il faut arrêter. Je pense que là, le capitalisme sauvage, il faut vraiment que ça s'arrête. Hein. Il faut que nos représentants politiques, enfin nos dirigeants politiques, là, se posent et réfléchissent. Je pense que la responsabilité pénale va y être. Voilà, je suis Mhm. en train de regarder hein, si je pose une plainte, si je dépose une plainte pénale contre le ministre. Je suis en train d'étudier ça. Voilà, parce qu'au bout Mais, d'un moment, on a le siège. Alors, on met la pression sur les gens pour qu'ils se vaccinent, et puis après, quand il y a un problème, ah ben c'est pas moi. Ah ben non, ça marche mais pas comme ça. dans votre plainte pénale, il n'y aurait pas lieu d'inclure les journalistes qui sont partis au crime? Ah oui, ah non, mais si vous voulez, les journalistes, effectivement, ont leur part de responsabilité. En fait, ce qui est quand même, c'est qu'il s'est monté comme un genre ouais, c'est fou, c'est comme une société parallèle, en fait, hein, voilà. Et il n'y a Mhm. que 20%, nous, chez nous, enfin, je ne sais pas votre proportion au Québec, nous, on a 20% de résistants, vraiment, hein, qui ne veulent pas se vacciner, et ce n'est pas des anti-vax, hein, c'est des gens qui ont tous les vaccins, mais sur ces vaccins expérimentaux à base d'ARN, ils ne veulent pas en entendre parler pour l'instant. Mhm. Donc on a Ben, 20% écoute, de résistants et 80% en fait qui respectent en fait l'autorité et qui se soumettent à l'autorité. ben, moi, en fait, chez nous, j'évalue un peu la même chose que toi. 20% de résistants, puis Mm. 20% dans le camp du gouvernement. 20% qui n'a rien à faire avec. C'est la plage du milieu où il faut changer l'opinion publique. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on devrait tenter de changer l'opinion publique, mais comment va-t-on le faire? Est-ce que tu vois une façon de changer cette opinion publique-là? Alors moi je pense que si les tribunaux font bien leur boulot, je pense qu'il y aura un avant-après déjà, si tu veux, en Espagne. Alors moi, ce qui me donne bon espoir, hein, il y a d'ailleurs des Espagnols qui m'aident gratuitement, hein, des avocats espagnols qui m'aident gratuitement. Ils ont monté un collectif qui s'appelle Liberum, OK? Lutte pour la liberté, et eux, ils ont tombé le pass sanitaire dans de nombreuses entités locales. Donc ça, c'est Mhm. génial. Donc là, ils m'aident. J'espère tomber le pass sanitaire chez moi. En tout cas, je vais tout faire pour le faire. Voilà, donc on va voir, on va voir. Mais si tu veux, quand tu as des résistants, il faut regarder l'histoire, en fait. À partir du moment où tu as des résistants convaincus, regarde l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, etc., eh Oui. bien, tu t'aperçois qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que cette petite partie, eh bien, est capable de changer le monde.
Moi, j'en suis C'est convaincue. exactement ce que je dis depuis le début. Puis la partie, le 20% qui est complètement du côté de l'échiquier, de l'échiquier, en fait, qui est pro-gouvernement, c'est ce que j'appelle, moi, des croyants. Et des croyants, c'est beaucoup plus dangereux que des moutons. Parce qu'un croyant, c'est prêt à faire n'importe quoi au nom du gouvernement. On Ce l'a qu'il y a, vu dans des sociétés radicales qui sont radicalisées. Alors, oui, tu as raison, puis je le répète aux gens encore aujourd'hui, puis je suis content que tu répètes la même chose que moi. On doit continuer la résistance. Parce que complètement. ça va être la seule façon de s'en sortir, c'est de résister. Puis oui, c'est vrai que tu as peut-être raison. Nous, le problème au niveau des tribunaux, c'est que les tribunaux aussi ont tendance, surtout quand les lois sont un peu élastiques, à regarder un peu l'opinion publique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il serait opportun de tenter de trouver des moyens de modifier l'opinion publique sur ce que les gens perçoivent actuellement. Comment tu verrais ça, toi, dans ton pays, modifier l'opinion publique? Oui, alors moi, tu sais, j'y travaille tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, heureusement que j'ai les réseaux sociaux, parce que je peux te dire, la presse, ils me portent pas dans leur cœur, hein. C'est-à-dire que Mhm. moi, ils m'ont calomnié, ils m'ont diffamé, ils m'ont fait mais de harcèlement médiatique, hein, carrément, carrément, de harcèlement médiatique. C'est-à-dire que, tu Ouais. vois, je t'ai donné un exemple avant, c'est-à-dire que moi, déjà, je suis très respectueuse au niveau de mon gouvernement. Je leur pose des questions, je leur donne des sources fiables, c'est-à-dire des sources officielles. Mhm. Et quand je donne la même chose, je te donne un exemple. Une fois, j'avais une comparution publique avec le ministre de la Santé. Il y avait des journalistes, au fond. Donc, j'avais pris mes précautions et j'avais, si tu veux, imprimé la web de Pfizer et j'avais fait un dossier pour chaque journaliste, pour le ministre, pour tous les parlementaires de la salle. Bon. Et même à la secrétaire, Mhm. donc, de la comparution. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'ai posé ma question. J'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, Pfizer, puisqu'on avait vacciné au début avec Pfizer, j'ai écouté sur la web de Pfizer, ils mettent que, eh bien, ils ne peuvent pas nous garantir la sécurité, etc. Bon, vous voyez, et ça a été marqué. Hein, j'avais mis donc en relief ce que mettait la web de Pfizer, la web officielle quand même de Pfizer. Mhm. Bon. Pas une ligne dans le journal le lendemain. Pas une. Pas une. Alors qu'ils disaient qu'il ne pouvaient pas, il y avait certains États qui n'avaient pas pris en considération leur vaccin parce qu'ils considéraient bien que la sécurité n'avait pas été prouvée, l'efficacité non plus. Voilà, sur la web de Mhm. Pfizer. Donc, je souligne ça et pas une ligne dans le journal. Voilà, où je donne des sources officielles, donc aux journalistes, etc. Voilà, et ils disent que j'ai des sources fausses. Non, mais que je donne des données fausses alors que c'est des sources officielles. Donc, tu vois, on est vraiment dans un monde étrange. Et là, il va falloir former nos jeunes. Moi, je pense que ça, c'est la clé. Comme disait Nelson Mandela, hein, il y a pas l'arme la plus puissante au monde, eh bien, c'est l'éducation. Donc, je pense que là, il faut vraiment agir au niveau de nos jeunes, leur expliquer en fait toutes ces expériences psychologiques qui ont été faites dans les années 50-70 et leur montrer à quel point le conformisme peut être dangereux et leur rappeler bien évidemment les épisodes de 45. Parce que si tu veux, quand on regarde l'histoire, on se dit comment se fait-il quand même que Hitler avait le soutien de la majorité de la population quand même. Voilà. C'est effectivement la même chose qui se produit aujourd'hui. C'est La ça. seule Donc, différence, c'est que l'arme est une seringue. c'est ça. Si tu veux, tu te dis comment se fait-il? Mais là maintenant je comprends. Je comprenais pas. Quand je lisais l'histoire, en fait, je disais mais comment ils ont pu arriver à des choses comme ça? Mais Mhm. parce qu'en fait, les gens se déchargent. Ils se disent non, non, mais c'est l'autorité qui m'avait dit d'en fait de mettre les juifs dans le train. Mais moi, je ne savais pas où est-ce qu'ils allaient. Après, il y avait oui, non, mais moi, j'ai fait que ça. Mais en fait, ils ne se posaient pas la question de voilà. Et donc Mhm. là, on est en train de vivre, eh bien, un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'avec les mêmes techniques de communication, un message répété devient une vérité pour les gens. Ils ne se posent pas de questions. L'autorité nous veut du bien, donc voilà, il faut faire pour être solidaire, etc. Mais ils ne se posent pas la question. En fait, Mhm. ils ont utilisé le mot vaccin. Or, ce sont des thérapies géniques. Ils ont utilisé le mot vaccin parce que le mot vaccin rassure depuis des années dans nos sociétés. Un vaccin, ça protège. Voilà, un vaccin Ouais. égale à protection. Voilà. Donc en fait, ils ont joué sur les mots, ils ont joué sur plein de choses, ils ont changé aussi la définition de ce que c'est qu'un vaccin par les autorités mondiales, etc. Donc tu vois, c'est quand même pour la grippe aviaire déjà, ça aurait dû nous alerter. Je vais te dire, Mhm. les firmes pharmaceutiques ont énormément appris
de la grippe aviaire. Parce qu'ils avaient essayé pour la grippe aviaire aussi, mais ils n'étaient pas arrivés. En Europe, ils n'étaient pas arrivés. Il y avait eu un rapport du Sénat de 2010 qui disait Ouais. qu'il y avait eu manipulation, que l'OMS avait changé les seuils pour définir en fait ce qu'était une pandémie, etc., ou une épidémie. Enfin, bref, tu vois, donc tout ça, il fallait se le mettre derrière l'oreille et dire attention, il ne faut pas trébucher à la même pierre. Le problème de l'être humain, c'est qu'il trébuche souvent à la même pierre. Donc ça, c'est exactement. C'est un problème. Ce que tu viens de dire sur le rapport du Sénat, en fait, sur la fausse, en fait, on le disait ici, la fausse pandémie H1N1, il faut le lire pour justement se rendre compte qu'on vit exactement le même scénario. Mais en puissance, si tu veux, c'est exponentiel, là, par contre. C'est-à-dire que là, ils ont compris, là où ils avaient, si tu veux, péché, entre guillemets, c'est-à-dire, mais là, ils ont compris. Ils ont dit, OK, là, on a fait telle et telle erreur. Donc, eux, ils ont les moyens. Je peux te dire qu'ils ont vu bien leurs failles. Et là, par contre, là, ils ont réussi. Voilà, parce qu'en fait, le virus, il y est, il mute, mais voilà, ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, la vente des vaccins va bon train. Voilà, on n'est pas des professionnels, mais il me semble que quand on était vacciné, quand on était petit, pour la polio, par exemple, pour la rougeole, puis toutes ces maladies infantiles qu'on peut avoir même quand on est adulte, c'était une fois ou deux, puis c'était terminé. Comment se fait-il qu'on a un virus qui est le virus du coronavirus, ou en tout cas, moi, ce que j'ai compris des experts, c'est que ça migre. Comment ça se fait qu'un vaccin qui est inventé pour une situation donnée pourrait être encore efficace pour une nouvelle situation qui n'est plus la même? Exactement. Si tu veux, moi, je lui ai dit au ministre, qui est quand même un professionnel de la santé, j'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, on voit bien que quand même, ces vaccins du coronavirus, c'est un peu comme le vaccin de la grippe. C'est-à-dire que la grippe, qu'est-ce qu'on sait? Et d'ailleurs, les gens le savaient, c'est-à-dire qu'on se fait vacciner pour la grippe. Bon, mais on peut l'avoir, la grippe. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement, donc ça mute chaque année. Bon, mais on peut avoir la grippe et puis mourir de la grippe aussi, tout en étant vacciné. Bon, et ça, en fait, on ne mettait pas la pression sur les gens pour se vacciner au niveau de la grippe. Et pourtant, il y avait des morts chaque année. Il y avait 650 000 morts chaque année de la grippe. Bon, or, on ne faisait pas tout ça. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens vaccinés de la Covid peuvent être malades. Et même, il y en a qui finissent aux soins intensifs. Et qu'il y en a qui meurent aussi, malgré le vaccin. Bon, mais, voilà. Donc, moi, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien pourquoi c'était vrai pour la grippe et pourquoi là, ça ne l'est plus. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a perdu cette logique, cette liberté, et on veut à tout prix que les gens se vaccinent, même si, donc, il y a plein de choses qui ne cadrent pas. Les politiques, en fait, ne sont pas capables de reconnaître, de faire un mea culpa. Ça, c'est le problème, parce qu'il y a trop d'ego en politique, beaucoup trop. Et donc, ils ne sont pas capables de dire, bon, OK, nous, on pensait ça. On a tout misé sur le vaccin. Parce qu'on nous promettait 90% d'efficacité. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les 90% n'y sont pas. On voit que, malgré la vaccination, on a des malades. On voit que certains malades finissent aux soins intensifs aussi. Bon, on voit que, il y a des risques d'effets secondaires. Écoute, il faut quand même prendre le temps, voir les bénéfices-risques pour nos jeunes avant de les vacciner. Non. Là, c'est une course en avant. Il faut vacciner. Et là, c'est une fuite en avant, je te le dis, et c'est très, très, très... Moi, ça me préoccupe, vraiment. Vraiment. Pour nos jeunes. Karine Montaner, je te remercie de l'entrevue que tu m'as accordée. Ça fait déjà 1h23 qu'on se parle. J'aimerais qu'on remette cette conversation-là en quelque part après Noël pour voir comment la Noël s'est passée chez vous, la nouvelle année. Très bien. Je serai probablement au Texas à ce moment-là. Je ne sais pas si toi, tu seras en France ou encore dans ta principauté. J'aimerais te laisser le mot de la fin. J'aimerais que tu nous lances un message d'espoir, puis je t'écoute. On t'écoute tous. Gardons l'espoir, il faut continuer de lutter et continuer surtout, continuer de vivre. Parce que l'être humain, il est fait pour vivre des expériences, pour aimer son entourage. Voilà, donc il faut démontrer son amour aux gens qu'on aime,
pendant les fêtes, ça c'est très important, et pas se laisser déborder par la peur. Hein, parce que justement, la peur et le stress, eh bien, ça baisse nos défenses immunitaires. Donc, aimez-vous les uns les autres, parce que ça renforce le système immunitaire. Faites du sport, aérez-vous, et gardons l'espoir et continuons la lutte, parce qu'elle sera longue. Hein. On est encore dans le tunnel qui est bien noir, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors, Karine, on continue le combat, on continue la résistance au niveau mondial. Oui. Et puis, ça sera un plaisir de te revoir après le temps des fêtes. Merci de cette merveilleuse entrevue que je vais partager aussi sur ma chaîne YouTube. Il faut que je détermine comment ça fonctionne. Alors, sur ce, je dis bonjour à tous mes invités. Merci d'avoir été là en grand nombre. On a dépassé, selon toutes mes espérances, le nombre de... J'ai pas autant d'auditeurs que Samuel Grenier, malheureusement, parce que je viens juste de commencer la chaîne publique. Mais j'ai confiance que notre vidéo, avant de peut-être être bannie par YouTube, va probablement franchir les 300 000 écoutes. Alors, merci à toi et je te souhaite une bonne fin de journée des États-Unis et que la paix soit avec vous. Merci bye bye. à toi. Merci. Un plaisir. Au revoir. Bye. Au revoir. Donc, j'ai arrêté